On va démarrer. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous de l'humanitaire de l'IRIS dans le cadre du programme humanitaire et développement. Mon nom est Jean-François Cortier, je suis médecin et chercheur associé à l'IRIS. Je suis aussi vice-président de l'Association Médecins du Monde et j'ai l'honneur d'organiser et de modérer ces rendez-vous de l'humanitaire que vous êtes de plus en plus nombreux et nombreux à suivre d'ailleurs et nous en réjouissons. Et pour rappel, cette session est enregistrée. Vous pourrez la retrouver prochainement sur le site internet de l'IRIS. Donc, j'en profite d'ailleurs pour remercier l'équipe du pôle événementiel, notamment Nathalie Moreau et Pauline Maillet, entre autres, pour l'organisation de ces séquences, de cette séquence. Et merci aussi à Pascal Boniface et à Didier Billon de la direction d'IRIS pour leur confiance. Alors, le thème aujourd'hui de notre visioconférence portera sur les humanitaires face aux violences de masse en s'appuyant sur deux contextes, le conflit soudanais et le conflit israélo-palestinien. Comme vous le savez, intervenir en zone de conflit fait partie des missions sociales et de l'opérationnalité des acteurs humanitaires, ce qui les amène à être parfois confrontés à des situations de violence ultime, comme les déplacements forcés, les massacres de masse de populations civiles. Alors, ces situations ont des traductions juridiques, hein, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crimes de génocide, autant de termes qui traduisent des réalités différentes, qui sont sujettes notamment à instrumentalisation aux dépens des victimes. Alors, en s'appuyant sur les conflits actuels au Soudan et celui qui oppose Israël à la Palestine, avec d'ailleurs des relais et des traitements médiatiques assez inégaux, nous aborderons les enjeux opérationnels spécifiques à ces contextes, ainsi que les leviers du droit humanitaire international pour dénoncer ou condamner ces drames. Cela d'ailleurs s'inscrit dans une actualité brûlante, puisque, comme vous le savez, lundi, la Cour pénale internationale et son procureur, Karim Khan, a demandé la possibilité de lancer un mandat d'arrêt contre deux personnalités israéliennes, notamment le Premier ministre et le ministre de la Défense, et trois aussi personnalités du Hamas, dont Ismaël Haniyeh, entre autres. Donc nous y reviendrons. Il s'agira aussi d'illustrer les controverses qui peuvent traverser les organisations gouvernementales, dont les interpellations peuvent aller jusqu'à parfois l'appel aux armes, mettant en tension évidemment les principes humanitaires eux-mêmes et les institutions qui les portent. Alors pour en parler et rentrer dans le vif du sujet, nous avons un panel d'intervenantes et d'intervenants d'exception, des acteurs et des actrices de terrain, mais aussi chercheurs ou animateurs d'une pensée critique constructive. Et d'emblée, je les remercie pour leur disponibilité. Nous aurons donc Ronnie Broman. Bonsoir Ronnie, et merci d'être là. Tu es médecin, Ronnie, tu es ancien président de Médecins sans frontières, tu es directeur d'études au CRACH, au Centre de recherche sur l'action et les savoirs humanitaires de MSF France, et tu es auteur, entre autres, de nombreux ouvrages. J'en citerai deux, Guerre humanitaire, mensonges et intox chez Textuel, et Pensée dans l'urgence, parcours d'un humanitaire critique au seuil. Et il y en a bien d'autres. Merci Ronnie d'être là. Merci aussi à toi Julia Grignon. Tu es directrice scientifique de l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, l'IRSEM. Tu es aussi présidente de la sous-commission droit international humanitaire et action humanitaire de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, la CNCDH. Tu es aussi autrice de nombreuses publications scientifiques. Merci aussi à toi, Donatella Rovera, d'être avec nous ce soir. Tu es chercheuse, tu es enquêtrice senior dans le programme Réponse aux crises pour l'association Amnesty International. Tu es basée à Londres, tu as travaillé sur de nombreux contextes de crise et notamment sur le conflit au Soudan et à Gaza. Enfin, merci à toi, Sylvain Perron, tu es responsable de programmes, notamment pour les opérations de Médecins sans frontières suisses au Soudan. Tu es un opérationnel de longue date, tu as un parcours varié. Puis d'ailleurs, pour la petite histoire, tu étais mon chef pour MSF France en 2020, en 2002 en Afghanistan lorsque nous avons travaillé ensemble dans la vallée du Panchir. Je suis très heureux aussi de te retrouver ce soir avec nos différents intervenantes et intervenants. En termes de méthode, chaque intervenant s'exprimera environ 15 minutes. Je poserai quelques questions et nous aurons à la fin 20 à 30 minutes pour des échanges et des questions que vous pourrez poser dans le chat et que je vais modérer. Alors, sans plus tarder, Sylvain, je vais te donner la parole. Toi, tu rentres juste du terrain, tu rentres du Soudan, là, c'est tout frais. Et donc, on est très intéressé d'avoir ton point de vue sur
la situation humanitaire aujourd'hui au Soudan. Merci Jean-François, bonsoir à tous et toutes. Très, très heureux d'être parmi vous ce soir. Donc effectivement, j'étais il y a 2 semaines au Darfour occidental, à la capitale du Darfour occidental, à la ville d'El Gédina, dans le cadre d'une visite visite terrain. Et effectivement, depuis maintenant un an que la guerre a commencé, je m'occupe essentiellement en fait de coordonner les programmes de Médecins sans frontières suisses au, au Soudan. Donc, comme vous le savez, peut-être un petit récapitulatif de ce qui se passe au Soudan, qui est une guerre sous-médiatisée, hein. Donc, depuis le 15 avril 2023, le Soudan est dans une situation de guerre civile, une guerre qui oppose d'un côté les forces armées soudanaises, forces armées et Conseil de souveraineté qui avait pris le pouvoir après un coup d'État en octobre 2021, et de l'autre côté, ce qu'on appelle les forces de soutien rapide, qui sont des forces paramilitaires issues de l'ancien régime, qui avaient elles-mêmes participé au coup d'État de 2021. Et ces forces de soutien rapide s'appuient aussi sur des milices tribales qui sont recrutées principalement à l'ouest, au Darfour et au sud du pays. Il faut savoir également que les forces de soutien rapide ont été déclarées organisations terroristes par le gouvernement soudanais. C'est un conflit qui, contrairement au... C'est pas le premier conflit au Soudan, hein. Ce pays, depuis son indépendance, a connu une série de conflits qui l'opposaient au Soudan du Sud, au Darfour en 2004. Mais c'est pour la première fois un conflit qui se situe plus seulement dans les périphéries, mais également dans le centre dans le cœur du pays, et notamment qui affecte la capitale Khartoum et les régions alentours, qui sont pour la voilà, qui sont le grenier du pays. C'est une guerre qui fait suite en fait à une longue descente en enfer de ce pays, avec une crise économique qui avait commencé, une crise économique, une crise politique qui avait commencé près de 10 ans avant la guerre, lors de la partition du Soudan du Sud. Et bien évidemment, la guerre n'a fait qu'accentuer cette crise. Et donc aujourd'hui, on est dans une situation d'hyperinflation, crise alimentaire, un effondrement des services publics, un effondrement la rupture des biens de première nécessité. Le pays est profondément affecté, probablement comme jamais. On parle de 10 millions de personnes qui ont été déplacées en interne, hein, 2 millions de Soudanais qui ont dû trouver refuge à l'étranger, en Égypte, au Soudan du Sud, au Tchad également. Ces chiffres ne prennent pas en compte la migration des Soudanais les plus qualifiés vers le Golfe, qui n'était pas un fait nouveau, mais qui s'est accentué avec la guerre. Les agences des Nations Unies parlent de 15 millions de personnes en situation d'insécurité alimentaire, c'est-à-dire des gens qui n'arrivent pas à avoir 3 repas par jour. Et environ 25 millions sont plus de la moitié des Soudanais qui seraient en besoin d'assistance humanitaire. Alors, au-delà de ces chiffres, hein, c'est une guerre qui est principalement urbaine, contrairement à ce qui s'est passé au Soudan auparavant, et qui s'accompagne de violences généralisées contre les civils. Autant on a des chiffres sur la guerre à Gaza, autant il est très compliqué d'avoir des chiffres de victimes sur ce qui se passe au Soudan. En fait, d'ailleurs, les derniers chiffres datent d'août de l'année dernière, parlent de près de 15 000 morts, mais on n'a aucune idée finalement du nombre de personnes qui ont perdu la vie durant cette guerre. Euh, Ce qu'on constate, nous, MSF, hein, c'est aussi au-delà enfin, dans le cadre de ces violences contre les civils, hein, c'est l'utilisation des violences sexuelles comme arme de guerre, des pillages généralisés. Il faut savoir que la ville de Khartoum a été entièrement pillée dans les premières semaines du conflit, des bombardements indiscriminés, des trafics d'humains et aussi des massacres de grande ampleur qui ont eu lieu principalement au Darfour occidental et dans la ville d'El Geneina, massacres qui ont lieu sur des bases ethniques. Euh, et ce qu'il faut savoir enfin, pour une organisation comme MSF, ce qui est extrêmement difficile aujourd'hui pour travailler au Soudan, c'est le fait que d'un côté, les forces armées soudanaises empêchent délibérément l'accès aux ONG et aux agences des Nations Unies
dans les zones contrôlées par les RSF, les forces de soutien rapide, et de l'autre côté, dans les zones qui sont contrôlées par les RSF, on voit une situation enfin, de violence généralisée et l'incapacité des forces de soutien rapide d'assurer la sécurité des personnels humanitaires, ce qui rend effectivement toute intervention extrêmement difficile. Ok, et du coup, dans ce contexte, c'est quoi le développement opérationnel que vous arrivez à proposer, vu les circonstances que tu développes? Alors, MSF, comme toutes les autres organisations, notre principal challenge, finalement, c'est l'accès, c'est-à-dire de pouvoir accéder dans les zones qui sont contrôlées par les RSF. On parle de zones où vivent au moins 10 millions de Soudanais. Et ce qui est du coup très compliqué puisque les forces armées soudanaises empêchent le passage des convois humanitaires par les lignes de front. Donc ça veut dire qu'on doit trouver d'autres moyens d'opérer et de passer par les pays voisins pour entrer dans les zones qui sont contrôlées par les forces de soutien rapide, donc depuis le Tchad et depuis le Soudan du Sud récemment. Euh, Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que finalement, MSF est l'une des rares organisations internationales présentes dans ces zones contrôlées par les RSF, puisque les agences des Nations Unies font passer la souveraineté du Soudan avant l'impératif humanitaire et ne délivrent donc pas à ce jour d'assistance aux populations qui vivent dans les zones contrôlées par les forces de soutien rapide. Nous, MSF, ça fait 40 ans qu'on travaille au Soudan, d'abord au Soudan du Sud, puis au Darfour. On y travaillait avant la guerre. Les jours qui ont suivi le 15 avril ont été des jours extrêmement compliqués parce que nos opérations ont été affectées par le conflit. Il a fallu déjà assurer la sécurité de nos équipes. Et ensuite, nous avons pu reprendre des activités dans les zones dans lesquelles on travaillait auparavant, au Darfour, à Khartoum, dans les zones qui sont contrôlées par les forces armées soudanaises. Ce qu'on y fait, ce sont en fait, enfin, c'est une priorité à la prise en charge médicale et notamment la prise en charge médicale de la malnutrition. Comme je vous le disais, la population soudanaise est fortement affectée par l'insécurité alimentaire du fait de la perte des ressources agricoles et du fait de la non-assistance par les grosses agences des Nations Unies, et notamment le Programme alimentaire mondial. Donc voilà, on se concentre sur la prise en charge de la malnutrition, mais également sur la santé maternelle, assurer que les maternités dans les hôpitaux qu'on soutient puissent fonctionner, du soutien aux salles d'urgence dans les zones de conflit, de la chirurgie de guerre à Khartoum. Les besoins sont partout, sont immenses. MSF pourrait ouvrir des projets dans tout le pays. Malheureusement, nous ne pouvons pas. Nous avons aussi des limites, des limites de ressources. Et d'où le fait d'ailleurs enfin, qu'on appelle les agences de l'ONU à intervenir de manière beaucoup plus conséquente et faire passer l'impératif humanitaire avant les questions légales et la souveraineté du Soudan pour pouvoir opérer dans les zones contrôlées par les forces de soutien rapide. Et peut-être juste dernier point, ce qui est très difficile depuis le mois de novembre, c'est l'accès à la région centre du Soudan, donc Khartoum et sa périphérie, dans lequel on travaillait depuis le début de la guerre, mais une zone dans laquelle on n'arrive plus à intervenir puisqu'on n'a plus d'accès. Le gouvernement soudanais ne nous donne plus l'autorisation de traverser les lignes de front, de faire entrer des personnels et de faire entrer surtout du matériel médical qui est nécessaire à notre intervention. Ok, merci pour ce tableau, mais du coup, tu as évoqué potentiellement deux axes de réflexion sur, j'allais dire, des angles de plaidoyer, entre guillemets, et tu rappelles que les Nations Unies, je vais en expliquer peut-être un peu plus pourquoi, mettent en tension l'impératif humanitaire versus le respect d'un cadre, on va dire, étatique, institutionnel. Tu as parlé de massacres sur certains territoires de RSF notamment. Voilà, donc c'est une situation assez récurrente d'une tension entre
on va dire, l'impératif humanitaire et la question du témoignage. Est-ce que dans vos axes de témoignage, quelles précautions vous devez prendre pour éventuellement raconter ce qui se passe, ce que vous voyez, est-ce que cela vous met en danger potentiellement, et voilà, comment vous en discutez de ça avec les Nations Unies qui manifestement, ce que tu dis, ont pris le parti de ne pas vouloir voir ou se mettre en situation de voir ce qu'ils ne veulent pas voir. Oui, alors peut-être effectivement, c'est extrêmement complexe hein, d'intervenir dans un contexte comme celui de la guerre soudanaise. Euh, Effectivement, enfin, ce qu'on voit, nous, au quotidien, c'est l'absence de services publics et l'absence, finalement, contrairement à d'autres crises humanitaires, l'absence des agences onusiennes et des grosses organisations, des grosses organisations humanitaires. Donc, c'est vrai que sur les premiers temps, nous sommes, au niveau de nos prises de parole publiques, nous avons priorisé finalement la question de l'accès et de l'assistance, de la nécessité d'une augmentation de l'assistance humanitaire. Quand on parle de 15 millions de personnes en sécurité alimentaire, effectivement, c'est pas Médecins sans frontières ou d'autres ONG avec des activités de prise en charge de la malnutrition qu'on pourra résoudre quoi que ce soit sans un déploiement massif d'assistance alimentaire, notamment par le Programme alimentaire mondial. Malheureusement, on sait qu'il y aura de nombreuses autres victimes. Donc on a beaucoup parlé de ça. Il y a eu un débat effectivement au sein de de l'association MSF hein, de savoir comment on se positionne et qu'est-ce qu'on dénonce et qu'est-ce qu'on dénonce pas, sachant que la volonté c'est de pouvoir agir, mais pas pouvoir de pas agir à tout prix. Euh, et donc, comment MSF se positionne vis-à-vis notamment de toutes ces obstructions qu'on rencontre de la part du gouvernement soudanais, comment MSF se positionne vis-à-vis des violences dont sont enfin, victimes les populations soudanaises. Il nous a fallu du temps. Je pense que notre narratif public, notre positionnement public a changé notamment sur les dernières semaines en disant qu'il fallait qu'on soit plus vocal, qu'il fallait dire plus de choses parce que finalement, de par notre position sur le terrain, d'être un des rares acteurs internationaux présents, ça nous donnait une légitimité pour parler. Donc qu'est-ce qu'il y a dans nos positions publiques aujourd'hui? Ben, c'est d'abord un appel à l'accès à toutes les populations sans aucune discrimination, de dénoncer les obstructions et l'instrumentalisation de l'aide. L'appel aux belligérants au respect envers les populations civiles et puis surtout à la protection de la mission médicale et des personnels humanitaires. Et puis c'est aussi parler de ce dont les équipes MSF sont témoins au quotidien, ce dont les Soudanaises et les Soudanais vivent au quotidien, en se basant notamment sur des données médicales, ce qui fait aussi la force de notre témoignage. Donc on a pu s'appuyer sur les derniers mois sur des enquêtes, notamment des enquêtes de mortalité, des enquêtes de malnutrition, et puis sur toutes nos données médicales. Donc des structures dans lesquelles MSF travaille qui permettent de mettre des chiffres sur finalement sur ce qui se passe ce qui se passe au Soudan. Euh, pour nous, il s'agit de pouvoir continuer enfin, de pouvoir poursuivre nos opérations parce que les besoins, comme je le disais, sont immenses. Mais il s'agit aussi de ne pas le faire à n'importe quel prix, de ne pas être instrumentalisé et ni être complice des deux parties. Et notamment, là je parlerai du cas de la ville d'El Geneina au Darfour occidental, donc qui est une ville dans laquelle MSF travaillait depuis près de 3 ans. Et donc la guerre a eu lieu, a commencé à la fin du mois d'avril. Nos équipes internationales ont dû évacuer à ce moment-là. Et puis on est resté sans nouvelles de la ville d'Al Geneina puisque l'Internet avait été coupé pendant près de 2 mois, jusqu'à ce que le 15 juin, on soit les témoins au Tchad d'une arrivée massive de centaines de milliers de réfugiés. Aujourd'hui, 600 000 réfugiés qui ont quitté le Darfour occidental pour trouver un refuge
au Tchad. Et quand ces personnes sont arrivées, nous ont parlé à la fois de la guerre, mais aussi des massacres de grande ampleur qui ont eu lieu dans la ville d'El Geneina. Ce qui nous a posé question de savoir si on devait retourner, puisque la ville a été nettoyée de sa communauté, la communauté principale, la communauté massalite, les milices tribales. Donc on est retourné à El Geneina, on a recommencé à y travailler. Il y a encore 100 000 habitants dans la ville d'El Geneina. On s'occupe des services de pédiatrie et les besoins sont là, mais on ne peut pas ignorer que de 200 000 personnes ont dû quitter la ville au début de la guerre et que plusieurs milliers de personnes ont été massacrées du fait de leur identité. Donc, comment on travaille dans ces conditions-là, sans ignorer ce qui s'est passé, comment on l'adresse vis-à-vis notamment des milices et de l'administration qui a été mise en place par les forces de soutien rapide. Alors, on en parle. Il y a un déni très fort de la part de cette administration RSF qui ne reconnaît pas les massacres et qui finalement dit qu'il ne, voilà, c'était la guerre et que la guerre est sale. C'est des propos qu'on m'a tenu droit dans les yeux de la part de certains leaders RSF. Donc voilà, on continue à l'adresser. Et nous, aujourd'hui, quand on parle de la ville d'El Geneina et quand on parle de nos activités à El Geneina, on fait le choix effectivement aussi de mentionner ce qui s'est passé, même si ça déplaît fortement aux miliciens et à l'administration qui est sur place. Mais voilà, je pense que ça serait être complice que de ne pas reconnaître ce qui s'est passé aujourd'hui. Et dernier point, il ne s'agit pas pour nous enfin, MSF, on est une organisation médicale, on n'est pas une organisation des droits humains, donc il ne s'agit pas de qualifier ce qui s'est passé. Il y a des organisations internationales dont c'est le mandat, donc génocide, crime de guerre, crime de l'humanité. L'histoire le dira et il reviendra à ces organisations de qualifier les crimes qui ont été commis. Nous, notre objectif, c'est de continuer à délivrer de l'assistance dans toutes ces zones, malgré les difficultés, de réviser notre position au quotidien pour s'assurer que on puisse dénoncer ce qui s'est passé, dénoncer ce qui se passe et ce qui s'est passé. Ok, très bien. Merci beaucoup, Sylvain, d'être dans le timing. Merci beaucoup pour tes propos très clairs. Je pense qu'on reviendra aussi avec Ronnie, mais peut-être les autres intervenantes sur ce que tu as dit à la fin, c'est-à-dire que c'est aussi une question. C'est-à-dire, bon, MSF est une ONG médicale, n'est pas une ONG droit de l'homiste. En même temps, sur plusieurs contextes, que ce soit le Rwanda ou Gaza aujourd'hui, peut-être le Soudan, il se pose souvent des questions de savoir si on doit être des acteurs qui doivent caractériser la situation de génocide ou autre. Donc, c'est des questions qui se posent aussi au sein de nos différentes associations, même si on n'est pas catalogué comme ONG droits de l'homme, entre guillemets. Merci beaucoup, Sylvain, et on reviendra sûrement à la fin avec toi pour les échanges. Je vais passer la parole à Donatella Rovera, que j'ai déjà présentée. Donc, tu es chercheuse, tu es enquêtrice senior dans le programme Réponse aux crises de Amnesty International. Et du coup, peut-être la première question, Donatella, toi qui as travaillé sur beaucoup de contextes, et notamment sur le contexte du Soudan et de Gaza, tu peux nous dire en gros c'est quoi ton travail d'enquête, c'est quoi d'une certaine manière la mission sociale d'Amnesty au travers de cette activité? Euh, Amnesty enquête sur différents types de violations dans tous les pays, en fait, en temps de paix aussi bien qu'en temps de guerre. Moi, particulièrement, je m'occupe que des enquêtes dans les situations de guerre ou de conflit, donc guerre entre différents pays, conflit interne. C'est dans ce contexte que j'ai travaillé il y a longtemps et maintenant, aussi bien au Soudan que à Gaza. Un travail qui continue par ailleurs. Euh, Maintenant, le fait, c'est que ce que je devrais faire, ce serait d'être sur le terrain. C'est ça qui rend les enquêtes le plus efficaces. Ça a été possible dans le passé, mais là, les dynamiques ont changé au cours des dernières années
et ni au Soudan ni à Gaza, alors que dans des années précédentes, nous avions pu nous y rendre pour enquêter, moi personnellement et d'autres collègues aussi. Là, c'est pas possible. Donc, pour le Soudan, moi, mes collègues, on a pu se rendre dans des pays voisins au moment où il y avait un nombre important de gens qui quittaient le Soudan. Au début, c'était au Soudan, lorsque les conflits ont éclaté dans la capitale. D'une part, il y avait beaucoup d'habitants de la capitale qui se sont déplacés assez rapidement, surtout vers l'Égypte, où ils étaient donc joignables. Et encore, il restait suffisamment de personnes qui étaient connectées, donc qui était possible de les joindre et d'enquêter de manière à distance, donc d'interviewer les gens qui pouvaient nous envoyer des photos, des vidéos que nous pouvions vérifier, que nous pouvions confronter aux images satellitaires. Donc, l'année dernière, les possibilités d'enquêter, aussi bien lorsque les violences avaient lieu surtout dans la capitale, mais aussi après lorsque le conflit a éclaté et a augmenté dans la région surtout de Darfour de l'Ouest, il n'a pas été possible d'aller enquêter sur le terrain, encore une fois parce que les belligérants ne nous le permettent pas et parce que moi j'étais au Tchad, par exemple, avec un collègue. On est rentré au Darfour, mais très peu, et en fait, les conditions n'étaient pas réunies pour qu'on puisse passer le temps dont on avait besoin et pouvoir travailler dans le détail dont on a besoin de pouvoir travailler pour mener nos enquêtes. Là, au moins, on avait la possibilité d'enquêter parce qu'il y avait un grand nombre de personnes qui avaient quitté, qui étaient témoins, qui étaient victimes, survivants. Et encore une fois, il y avait des possibilités après de corroborer, de vérifier les informations qu'on recevait de ces personnes qui avaient été déplacées. La situation maintenant est complètement différente. Il y a maintenant beaucoup moins de personnes. Le déplacement depuis l'année dernière, en fait, est maintenant désormais essentiellement interne. Les déplacés, donc ceux qui ont les témoins et les survivants de crimes de guerre, de tout type de violation, euh, c'est très très difficile de les joindre aujourd'hui, alors qu'ils sont dans une situation de déplacement. Par exemple, là, les dernières 2 semaines, la situation s'est embrasée. La capitale de Nord Darfour, El Fasher, c'est extrêmement difficile d'arriver à obtenir et à vérifier les informations. Alors que dans un contexte comme Gaza, du fait que c'est bien connecté, même avec toutes les coupures imposées par, d'une part, les coupures des lignes de la part d'Israël, mais aussi tout simplement parce que les gens n'arrivent pas à charger leur téléphone, souvent parce qu'il n'y a pas d'électricité, donc c'est assez compliqué, mais la connexion est bonne. Donc, moi-même, mes collègues, on peut être en contact avec les gens tous les jours. Moi, je parle avec les gens à Gaza tous les jours. Ils m'envoient des photos, des vidéos qu'on arrive à vérifier. On a également des gens sur place qui, pour l'instant, ont pu travailler avec toute la protection, l'anonymat, on ne les montre pas pour des raisons de sécurité, mais les possibilités de travailler à distance avec toutes les frustrations que cela implique, elles existent à un niveau beaucoup, beaucoup plus élevé qu'au Soudan. Et donc, il y a des différences et il y a aussi des dynamiques qui se rejoignent dans les deux conflits, alors que Gaza est un conflit qui intéresse beaucoup, qui est extrêmement médiatisé, souvent très mal médiatisé, mais médiatisé tout de même, alors que le Soudan, non. Gaza est très bien connecté, donc on arrive à voir les informations avec, bien sûr, pas de la même manière que si on était sur le terrain et qu'on pouvait enquêter sur le terrain.
alors qu'au Soudan, que ça soit dans la région du Darfour ou aux alentours de la capitale et d'autres régions, dans le Kordofan et ailleurs, ce n'est pas le cas. Donc les challenges sont très différents. La situation humanitaire, pareil, très très différente dans la mesure où au Soudan, il y a le manque d'intérêt de la communauté internationale au niveau des pouvoirs politiques, après des médias, etc., fait que euh, il y a un manque de fonds. Euh, les appels humanitaires arrivent à être satisfaits à un quart ou moins. Dans le cas de Gaza, ce n'est pas le cas. C'est une crise humanitaire qui existe tout simplement parce que il y a un des belligérants qui empêche l'entrée de tout ce dont la population a besoin. Alors que il y a aucun défi qui ont à voir avec la géographie, la topographie, l'éloignement, le fait que le Soudan est très c'est un territoire très étendu, Gaza est très petit. Donc, la crise humanitaire à Gaza, elle n'a, il n'y a jamais des raisons, mais vraiment à Gaza, c'est quelque chose qui pourrait être résolu relativement facilement par rapport à la situation au Soudan. Donc, les défis ont des raisons différentes, mais après, ils se manifestent d'une manière très similaire pour nous, pour notre travail, pour pouvoir mener les enquêtes. Donc, on arrive à enquêter sur certaines choses et pas sur d'autres. Et puis, c'est l'ampleur. Encore une fois, c'est une question de ressources. Donc, on arrive à enquêter sur un tout petit échantillon des cas, même à Gaza où on n'a pas vraiment le problème de connexion. Là, c'est un problème de ressources. L'ampleur des violations fait que on enquête sur un tout petit pourcentage. Alors juste Donatella, c'est très clair, merci. Donc tu parles de ces défis hein, qui peuvent se croiser entre ces deux conflits. Tu as parlé de la question géographique, notamment sur Gaza, du blocus qu'on connaît, qui permet aussi de mesurer l'impact un peu de la mise en tension avec le droit humanitaire international. C'est quoi les leviers de ton point de vue sur la crise soudanaise à mettre en avant justement pour alerter la communauté internationale sur quels éléments juridiques ou de pratiques qui viennent percuter le DIH? Je pense qu'il faut insister. Euh, Encore une fois, le grand défi, c'est de ne pas avoir suffisamment d'informations, de ne pas arriver à avoir suffisamment de cas sur lesquels on a pu enquêter. Et donc de là, tout part. Mais en gros, c'est le manque d'intérêt euh, au niveau international, mais aussi au niveau régional. On a vu, par exemple, dans le cas de Gaza, il y a eu une initiative louable et très importante de la part de l'Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice. Euh, on n'a pas vu des initiatives venant de la région concernant le conflit au Soudan, par exemple. Et donc, au niveau de la communauté internationale, et quand je parle de la communauté internationale, je parle des États, pas des organisations internationales. Il y a un discours qui est de la mauvaise foi, de dire notre champ d'action est limité dans l'absence d'un engagement plus musclé de la part des acteurs de la région, alors que cela n'est pas nécessairement le cas ailleurs. Mais donc, on voit un peu une partie de la communauté internationale, les pays occidentaux, pour le dire clairement, qui se cachent un peu derrière le fait de dire, nous, on attend une leadership régionale. Que ça soit l'organe des droits de l'homme et de résolution de conflits de l'Union africaine et autres, des initiatives qui ne viennent pas. Euh, Après, il y a une mission d'établissement des faits, une fact-finding mission qui a été mise sur pied l'année dernière par le Conseil des Nations Unies, le Conseil des droits de l'homme,
Cependant, cette mission n'est pas ressourcée au niveau nécessaire. Encore faut-il que son mandat soit étendu parce que c'est juste en octobre seulement. Ils n'ont pas accès non plus. Donc, pour l'instant, ils font face au même problème auquel nous faisons face. Nous, au niveau d'Amnesty International, contrairement aux Nations Unies, qui effectivement n'opèrent pas sans le permis des autorités du territoire ou du pays concerné, nous, on n'a pas ce problème. On peut rentrer sans la permission des autorités qui contrôlent, mais il faut que cela soit possible, qu'il soit possible physiquement de rentrer, que les conditions soient réunies pour qu'on puisse travailler. Au Soudan, dans certaines parties du Darfour, ça serait possible pour nous de rentrer, mais les conditions ne sont pas réunies pour mener à bien nos enquêtes. Dans le cas de Gaza, on ne peut pas rentrer du tout. Mais en gros, quels sont les leviers qui manquent? Au fait, c'est le manque de volonté politique. Parce que les informations, même si un peu insuffisantes sur certains aspects euh, du conflit, ce qui est disponible et vérifié est extrêmement grave. C'est la crise de déplacement, le nombre de déplacés le plus important des conflits actuels. La gravité du problème est connue. S'il n'y a pas plus d'intervention, c'est parce qu'il y a un manque de volonté politique. Cela est vrai dans les deux cas, pour le Soudan aussi bien que pour Gaza. Oui, mais justement sur cet élément de sous-médiatisation et on va dire d'un manque d'intérêt de la communauté internationale, on est dans un contexte où on a quand même un ancien président, El-Béchir, qui est quand même sous mandat d'arrêt international. Pour le coup, pourquoi, de ton point de vue, il y a un tel désintérêt de la communauté internationale sur ce conflit? Tu parles du conflit du Soudan, Absolument. un manque d'intérêt. Euh, Peut-être la situation était plus claire au moment où il y a eu où la situation au Soudan a été référée à la Cour criminelle internationale. En ce moment, il y a encore une fois beaucoup de un peu peut-être se cacher de disant la situation est extrêmement compliquée. En fait, il y a ces deux acteurs qui étaient les parties prenantes d'un coup d'État et la communauté internationale coopérait avec ces deux acteurs après le coup d'État. Et donc aujourd'hui, euh, la situation est très compliquée. On nous dit, ce n'est pas clair qui pourrait gagner de ces deux parties, et donc il y a un peu une sorte de paralysie, car semble-t-il, la communauté internationale, au niveau des États en tout cas, ne voit pas une solution claire. Après, il faut dire que en ce qui concerne les enquêtes précédentes, les mandats d'arrêt qui avaient été émis pour l'ancien président Bachir, pour l'ancien ministre de l'Intérieur Ali Haroun, après la mise en œuvre a beaucoup traîné. Euh, et donc voilà. Euh, Peut-être une dernière question avant de passer à la prochaine intervenante. Quand on a préparé un petit peu cet entretien, tu me disais que voilà, il y avait un sujet aussi qui t'intéressait autour de la synergie qu'il pourrait y avoir entre les humanitaires et les associations de droits de l'homme sur ce genre de contexte. Est-ce que tu peux me préciser ce que tu veux dire par là? il est évident que, aussi bien au Soudan qu'à Gaza, aujourd'hui, les seuls témoins de l'extérieur sont les humanitaires. Car au Soudan, les journalistes n'y vont pas dans certaines parties du pays parce qu'ils ne peuvent pas, euh, au- et, et ailleurs où ils pourraient peut-être, il y a pas suffisamment d'intérêt, alors qu'à Gaza, il ne peut pas aller, alors que les autorités israéliennes ont interdit aux enquêteurs comme Amnesty International ou les enquêteurs de l'ONU de se rendre à Gaza depuis plusieurs années. Mais les journalistes étrangers pouvaient y aller.
jusqu'au mois d'octobre. Là, pendant ce conflit, il y a une situation où les autorités israéliennes nient l'accès à tout enquêteur pour ensuite dire toute information qui vient de sources locales n'est pas fiable parce que tout le monde est Hamas, etc. Et donc, pour des raisons différentes, mais en tout cas, aussi bien au Soudan qu'à Gaza, les seuls observateurs de l'extérieur, ce sont les humanitaires et ce sont les seuls qui peuvent témoigner. Évidemment, les humanitaires, ils n'ont ni les compétences ni les ressources pour mener des enquêtes, mais les témoignages sont extrêmement précieux parce que c'est vrai que c'est un lourd de poids sur les épaules des humanitaires qui travaillent dans des conditions catastrophiques et en plus ils doivent aussi remplir ce rôle. Normalement, euh, ça devrait être fait par d'autres. Ils sont les seuls à le faire et heureusement que après il y a certains qui témoignent plus que d'autres, certaines organisations qui témoignent plus que d'autres, mais c'est extrêmement important et on voit surtout dans un contexte extrêmement politisé comme Gaza où justement il y a vraiment une sorte de weaponization de l'information. Je ne sais pas comment on dit en français, le fait d'utiliser, de manipuler l'information qui vient de personnel humanitaire de l'extérieur indépendant est extrêmement précieuse. Et donc, ça fait quelque chose. Dans le cas du Soudan, c'est tout ce qu'il y a en ce moment et ces témoignages sont la seule chose qui peuvent attirer l'attention d'une communauté internationale qui regarde de l'autre côté. Ok, très bien. Merci beaucoup, Donatella, pour ta prise de parole. On reviendra aussi avec toi sur la fin avec les questions. J'enchaîne sans plus tarder avec Julia Grignon. Julia, je te présentais comme directrice scientifique de l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, l'IRSEM. Mais du coup, j'aimerais te demander si tu as une réaction comme ça à chaud sur les deux prises de parole que viennent de faire Sylvain et Donatella. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu veux revenir comme ça spontanément? Oui, merci beaucoup. D'abord, je voudrais te remercier sincèrement de m'avoir convié à ce webinaire. Je suis très heureuse d'interagir avec toutes ces personnes. Je veux préciser que moi, je suis pas travailleuse humanitaire, donc je suis pas apte à répondre sur les enjeux opérationnels. J'ai une lecture qui est au prisme du droit et donc voilà, ça c'est quand même un élément important à avoir en tête. Et je veux aussi te remercier de faire ce webinaire de façon aussi large parce que quand je vois les participants, je vois qu'il y a des gens qui sont de partout dans le monde et probablement de zones dans lesquelles il y a des conflits armés et dans lesquelles il faut parler de ces sujets-là. Et je suis très contente de pouvoir toucher aussi ces publics-là. Alors évidemment, oui, en écoutant à la fois Sylvain Perron et Donatella Rovera, j'ai pris des notes en essayant de lire ça voilà, d'un point de vue juridique. Et il n'y a pas grand-chose de juridique puisque justement, vous faites des témoignages qui sont très opérationnels. Et la première chose qu'il faut avoir en tête, c'est que vos organisations, elles sont pas liées par le droit que moi j'observe, hein, qui est le droit international humanitaire. Puisque le droit international humanitaire, c'est le droit, un certain droit international et qui donc lie les États et qui a une spécificité, il lie aussi les groupes armés. Et donc, effectivement, comme tu disais, Jean-François, il peut être un levier, il peut être un outil de plus dans vos activités de plaidoyer pour entrer en matière avec les parties au conflit, mais vos organisations ne sont pas soumises au droit. Donc ma lecture, finalement, elle est pas sur le droit que doivent respecter vos organisations. Ce que je note de manière générale dans vos deux intentions, c'est l'enjeu de l'accès. Et alors là, il y a une distinction à faire parce que en ce qui concerne l'assistance humanitaire, donc la délivrance de soins de santé, il y a une obligation juridique pour les parties au conflit de laisser rentrer l'aide humanitaire sur le territoire, alors que pour ce qui est de l'enquête, il n'y a pas une obligation des parties au conflit de laisser des organismes rentrer pour mener des enquêtes. Et puis, en ce qui concerne l'aide humanitaire, là, de manière plus spécifique, ben, je trouve qu'on est confronté à une tension
entre la réalité de l'action humanitaire et de ce que dit le droit. Et comme je viens de le dire, donc la règle générale, c'est que les parties au conflit doivent autoriser. Donc éventuellement, il faut leur demander l'autorisation, mais qu'elles doivent donner l'autorisation. Elles doivent surtout pas imposer un refus arbitraire. Mais vos témoignages montrent bien que vous êtes confrontés quotidiennement à des refus arbitraires. Et donc après, c'est comment vous pouvez négocier l'accès, mais le droit ne vous donne pas une réponse immédiate. Et comme il n'y a pas de police internationale, comme il n'y a pas de police dédiée à la mise en œuvre du droit international humanitaire, finalement, ben, c'est vous-même qui devez trouver vos propres leviers d'action. Et ce que je trouve aussi intéressant dans ce que vous avez dit, c'est que vos témoignages reflètent aussi à la fois toute la complexité du droit international humanitaire et aussi toute sa simplicité. C'est-à-dire que ce que vous décrivez comme situation, qui sont des situations alors, je n'ai pas envie de les qualifier d'extrêmes parce que je crois que toutes les situations de conflit armé, d'une certaine manière, sont des situations extrêmes, mais c'est des situations dans lesquelles il est difficile de comprendre que les parties au conflit ne laissent pas passer l'aide alimentaire ou les soins de santé, par exemple. Et le droit humanitaire, du coup, prévoit qu'elle devrait le faire. Et en même temps, c'est complexe parce que si j'observe la situation à Gaza ou la situation au Soudan, les règles relatives à l'accès sont très différentes. Quand on parle de Gaza, on parle d'une puissance occupante, Israël, sur un territoire, et cette puissance occupante a une obligation juridique de délivrer elle-même les soins essentiels pour la population, et si elle n'est pas en mesure de le faire, elle doit laisser passer des agences humanitaires pour qu'elle puisse le faire. Alors on voit bien que c'est pas le cas, évidemment, mais c'est ça la règle de droit. Alors qu'au Soudan, on est dans un conflit armé non international, vous avez parlé de guerre civile, et donc dans ces circonstances-là, les organismes humanitaires impartiaux peuvent faire une offre de service, peuvent proposer leurs services, mais après, les parties au conflit, éventuellement, peuvent refuser, pour certaines raisons, de laisser l'accès. Et donc, voilà, à la fois, ce qui me frappe, c'est la mise en évidence de cette simplicité et en même temps de cette complexité. Et puis, par rapport à ce que vous avez dit, plus spécifiquement, Donatella, il n'y a effectivement pas d'obligation de laisser enquêter, donc de laisser rentrer des personnes qui auraient pour mission de documenter les crimes qui sont commis. En revanche, les parties au conflit, je veux le souligner, ont l'obligation de rechercher et de poursuivre toute personne qui est susceptible d'avoir commis des crimes. Ça, c'est une obligation juridique sur laquelle éventuellement on peut se reposer. Et puis le deuxième aspect qui est très frappant dans ce que vous expliquez, c'est qu'en fait tout ça repose sur une volonté politique d'appliquer ou pas le droit, alors que ce soit de la part des parties au conflit ou que ce soit de la part des États extérieurs au conflit armé et qui, eux, ont le pouvoir éventuellement, par des voies diplomatiques, politiques, d'amener les parties au conflit à respecter ce droit. Et donc finalement, ça renvoie à l'idée que on manque pas tellement de règles juridiques. En revanche, on manque beaucoup de volonté politique pour mettre en œuvre ce droit international humanitaire. Voilà ce que je peux dire à chaud sur ce que j'ai entendu et les liens que je peux faire avec mon domaine qui est donc le droit humanitaire. Super, très bien, c'est très clair. Et du coup, on va enchaîner aussi sur une réaction à chaud sur l'annonce de la CPI de lundi. On est dans un contexte où au Soudan, ben, on sait qu'il y a un ancien président qui est déjà sous mandat d'arrêt. Là, l'annonce du procureur sur ce que j'évoquais tout à l'heure, donc sur les deux dirigeants israéliens et les trois dirigeants du Hamas. Il pourrait y avoir d'autres personnes d'ailleurs qui pourraient, dans les jours qui viennent, allonger la liste des personnes potentiellement sous mandat. Toi, dans une réaction à chaud aussi, est-ce qu'il y a quelque chose d'historique dans cette annonce? Est-ce qu'il y a une spécificité? Et si on croise avec ce qui s'était passé au Soudan il y a quelques années, quelles sont tes remarques? Oui, alors franchement, quand j'ai appris la nouvelle, ça a été pour moi un moment très important, très fort. Ça fait quand même assez longtemps que je travaille sur ces questions. Ça fera partie des tournants voilà, dans ma carrière dans ce domaine. Pour moi, c'est symbolique à mon avis, je vais y revenir, mais pour moi, c'est un symbole extrêmement fort de la part d'un bureau, le bureau du procureur de la Cour pénale internationale, qui pendant longtemps a été taxé d'inertie et en particulier d'inertie à l'égard des puissants, et puis qui a été accusé d'un deux poids, deux mesures. Et là, pour plusieurs raisons, je pense que le symbole est très important et je pense que c'est aussi d'une certaine manière assez courageux de la part du procureur
d'avoir à la fois mis en cause des dirigeants qui ont le soutien de ce qu'on pourrait appeler la communauté internationale, ou en tout cas une partie de la communauté internationale, et en même temps ceux qui les opposent aujourd'hui, puisque donc on a à la fois donc les dirigeants d'Israël et les dirigeants du Hamas qui sont renvoyés aux crimes qu'ils ont commis ou qu'ils ont laissé commettre. Et Et juste, puis, Julia, excuse-moi, oui. le fait qu'il se positionne après 35 000 morts, 7 mois de combat, tu penses qu'il aurait pu le faire plus tôt ou c'est un bon moment et c'était intenable? Alors, ouais, je vais faire une toute petite remise en contexte. Vas-y. La Cour, elle est compétente depuis 2015 pour la situation en Palestine, puisque la Palestine a accédé au statut de Rome, ce qui donne compétence à la Cour pour enquêter sur tous les crimes qui sont commis, soit sur le territoire palestinien, soit commis par des Palestiniens sur un autre territoire, et ça depuis 2015. Et en 2021, la procureure précédente, Fatou Bensouda, avait dit qu'elle ouvrait une enquête sur la situation. Donc 2015-2021, c'était déjà extrêmement long. Et puis ensuite, on a vu, quelque temps après le 7 octobre, Karim Khan se rendre à Rafah. Il n'a pas pu rentrer dans la bande de Gaza, mais on l'a vu à Rafah. Il a fait un communiqué de presse en live depuis Rafah. Et je crois qu'il ne pouvait pas faire autrement que de le faire après l'énergie qu'il avait mis en Ukraine à faire délivrer un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine. Et donc, pour sa crédibilité et pour la crédibilité de son bureau, il fallait qu'il soit présent très rapidement. Ensuite, pourquoi est-ce qu'il a fallu attendre 7 mois pour qu'on ait l'annonce d'une demande de mandat d'arrêt? Ça tient disons, la lenteur inhérente à la procédure pénale internationale. Parce que ici, on ne parle pas de documentation pour produire des rapports d'organismes internationaux qui vont faire de la dénonciation, comme peut le faire Amnesty International, comme peut le faire Human Rights Watch ou d'autres organismes. Là, on parle d'éléments qui vont servir de preuve ensuite dans un procès pénal. Et donc, il faut que tout ça soit bétonné parce que le risque, si on n'est pas dans quelque chose qui est extrêmement ancré dans le droit, et donc ça prend du temps de collecter la preuve, de documenter la preuve et de s'assurer que ça répond aux critères des crimes. On parle de crimes contre l'humanité qui s'inscrit dans une attaque généralisée ou systématique contre une population civile. Et donc ça, il faut le documenter, que c'est une attaque généralisée ou systématique contre une population civile. Et ensuite, il faut documenter que les crimes ont été commis et documenter par qui ils ont été commis. Et pourquoi il faut l'ancrer dans quelque chose d'assez solide? C'est non seulement pour répondre à la procédure pénale, mais c'est aussi pour éviter un camouflet. Parce que la défense pourrait invalider des éléments qui sont rapportés par l'accusation au prétexte que les éléments de preuve répondraient pas pour des motifs procéduraux aux standards de la procédure pénale, et on pourrait avoir des acquittements pour des motifs procéduraux. Et ça, c'est un risque que ne peut pas prendre le bureau du procureur. Et donc, il faut absolument qu'il fasse un exercice de documentation qui nécessairement prend du temps. J'ai pris connaissance du rapport d'experts parce qu'il s'est adjoint les services de certains experts en droit international humanitaire et en droit international pénal pour arriver à ces conclusions. Et ces personnes, sur la base des faits qu'on leur rapporte et de la documentation qu'on leur donne, vont poser ensuite des qualifications juridiques. Mais tout ça prend un temps qui est, dans une certaine mesure, incompressible. Et si on met ça en perspective de la justice pénale internationale depuis une vingtaine d'années, en réalité, c'est extrêmement court. La justice pénale, théoriquement, elle s'exerce des années après le conflit. Il y a des procès dans lesquels les victimes ne verront jamais leur bourreau jugé parce qu'on est beaucoup trop de temps loin après le conflit armé. Et là, on est dans une justice qui aujourd'hui s'exerce en temps réel pendant que les conflits ont lieu. Et ça c'est véritablement nouveau. Hein. Si on pense à l'ex-Yougoslavie ou au Rwanda, qui ont vu la création de tribunaux pénaux internationaux, les derniers jugements ont été rendus plus de 20 ans après que les crimes ont été commis. Et donc là, on est vraiment dans une justice en temps réel. Donc pour moi, je vois ça plutôt de manière positive. D'accord, et du coup, alors, je vais faire peut-être une question un peu plus polémique, mais on voit que la situation à Gaza aujourd'hui, elle est terrible, hein, avec notamment le blocage maintenant de Rafah, le passage de Rafah et de Kerem Shalom, une situation humaine abominable. Est-ce que on voit les délais que euh, dont la justice a besoin pour pouvoir faire son travail, mais de manière un peu provocante. Tu disais que en tout cas, le DIH peut être structurant pour les humanitaires, même si ils ne sont pas forcément directement liés à ce DIH. Mais est-ce que le DIH, il peut encore aider je dirais, dans les crimes de masse, à sauver des vies? Est-ce qu'il peut être mis en avant comme un outil de protection utile?
Oui, indiscutablement, j'en suis fermement convaincue. Et là, il faut distinguer le droit international pénal, dont on vient parler, qui est la criminalisation des violations du droit international humanitaire et qui va donner lieu à des procès avec des juges internationaux ou nationaux, avec une accusation, une défense, etc. Quand on parle du droit international humanitaire, on parle du droit qui est applicable pendant les conflits armés. Et ce droit, qui a été négocié par des États, il n'est pas là, aujourd'hui, il n'est plus la propriété des États. Et c'est un droit qui a vocation à s'appliquer pendant les conflits armés et dont tous les acteurs des conflits armés doivent se saisir pour en exiger l'application pendant les conflits armés. Et donc là, il n'est pas du tout nécessaire d'être sur des standards de preuve qui sont ceux que je viens d'exprimer. Alors, très vite, le droit international humanitaire, c'est quoi quand même, juste pour qu'on ait ça bien en tête, parce que en réalité, il porte assez mal son nom, à mon avis, il n'est pas tout à fait humanitaire, ce droit, c'est un droit d'exception, c'est un droit qui a été conçu pour les conflits armés, qui sont des situations de crise extrême. Et c'est un droit donc qui a été négocié pour faire en sorte que dans ces crises extrêmes, il y a encore des balises qui soient posées. Et d'une part, c'est un droit qui a vocation à protéger les personnes lorsqu'elles sont aux mains de l'ennemi. Donc on prévoit un certain nombre de garanties, de garde-fous pour les personnes dès lors qu'elles sont hors de combat. Et puis c'est un droit qui contient une autre série de règles qui sont celles relatives à la conduite des hostilités. Et donc c'est de savoir qu'est-ce qu'on peut attaquer comme bien et à quelles conditions et par quels moyens. Et l'idée est de dire que, eh bien, on ne peut pas procéder, par exemple, à des bombardements indiscriminés et que les moyens et méthodes de guerre sont limités. Donc voilà ce que pose le droit international humanitaire et c'est dans l'action qu'on doit en exiger le respect. Et là, je veux souligner que, donc, comme je l'ai dit, je crois que tout le monde peut se saisir du droit international humanitaire. Tu l'as mentionné, je travaille aujourd'hui à la CNCDH qui a une sous-commission action humanitaire et droit international humanitaire. Notre rôle, c'est par exemple de produire des déclarations pour alerter les autorités, alors là en particulier françaises, sur des violations graves qui sont commises. Et ces autorités, elles ont une obligation juridique dans les conventions de Genève, c'est l'article 1 commun. Elles doivent non seulement respecter le droit humanitaire, mais elles doivent le faire respecter. On parlait tout à l'heure des aspects politiques et de la mise en œuvre du droit des conflits armés. Elles passent aussi par des rappels par toutes les parties prenantes et donc aussi les États tiers, des rappels donc aux règles du droit international humanitaire. C'est une obligation juridique de le faire. Alors après, évidemment, ce droit, et vous en êtes le témoignage toutes et tous vivants dans les expériences que vous avez vécues sur le terrain, et encore une fois que je n'ai pas vécu moi-même, mais je le constate avec vous, ce droit, il est violé, il est constamment violé. Je ne connais pas un seul conflit armé dans lequel il n'y ait pas eu de violation qui ait été commise, et dans lequel des violations graves ont été commises, des crimes de guerre. Alors, le problème, c'est que ça reste du droit et que comme tout droit, c'est un droit donc qui est sujet à violation. Mais évidemment, c'est des violations qui sont sans commune mesure avec la violation d'un règlement de copropriété ou une violation du code de la route. Mais pour autant, même si ce droit est beaucoup violé, je crois qu'il ne faut pas tomber dans le cynisme et parce qu'il est constamment violé, considérer qu'il ne sert à rien et le balayer d'un revers de la main. Et je crois qu'il ne faut pas le faire pour plusieurs raisons. La première, c'est que en faisant comme ça et en tombant dans le cynisme, on en vient à le décrédibiliser complètement, ce droit. Or, je crois que si dans des situations, comme vous l'avez souligné, qui sont médiatiquement les plus visibles, on a des problèmes de respect qui sont criants, dans d'autres contextes, il y a encore des organisations qui peuvent parler avec les parties au conflit, qui peuvent en particulier parler avec les groupes armés et obtenir que les parties au conflit respectent du droit international humanitaire. Et je crois que c'est très important que ces parties au conflit continuent d'être intéressées par le droit international humanitaire et donc continuent de le respecter. Le deuxième aspect que je note, c'est que ces situations, elles nous montrent aussi que si certains États ou si certaines entités ont décidé de ne pas respecter le droit, il y en a beaucoup d'autres qui s'élèvent aujourd'hui pour remettre le droit à la page et pour se servir du droit et pour dénoncer certaines violations. On parlait des dénonciations des organisations internationales, mais il y a aussi des États aujourd'hui qui prennent la parole pour dénoncer ces violations. Et mon avant-dernier argument, c'est que même si il y a des groupes armés notamment ou des États aujourd'hui qui s'illustrent par des violations massives, je crois qu'il ne faut pas oublier, et je pense que vous pourriez certainement en témoigner, qu'il y a des États et des groupes armés qui ont une réelle volonté
dans les conflits qui les opposent, d'intégrer ce droit international humanitaire dans leur pratique. Et je suis convaincue que s'ils le font, ça produit une différence, en particulier pour les personnes civiles qui sont affectées par les conflits armés. Et le dernier élément que je veux mentionner par rapport à cette idée que je crois qu'il faut continuer de défendre le droit international humanitaire parce que je crois qu'il fait une réelle différence pour les personnes qui sont privées de liberté, pour les personnes qui cherchent à avoir des nouvelles de leurs proches dans les conflits armés, pour le respect des dépouilles mortelles, par exemple, pour que justice soit rendue, etc., ou pour que l'accès aux organismes humanitaires soit donné, parce que, soit dit en passant, il n'y a que le droit humanitaire qui prévoit une obligation de laisser passer l'aide humanitaire. Et donc, même s'il y a des violations massives, je ne pense pas que ce droit soit obsolète ou impuissant. Je ne pense pas qu'il soit mort ou sans objet. Et je pense que si on tombe dans cette rhétorique, alors ça veut dire qu'il est mort pour tout le monde et pour partout dans le monde. Et il est mort aussi au Myanmar, au Yémen, en Syrie, en République démocratique du Congo. Et je suis convaincue que les personnes qui se trouvent dans ces pays-là, elles ont besoin que ce droit reste bien vivant. Très bien, merci beaucoup, Julia, pour ta prise de parole très claire et ce très fort plaidoyer pour le DIH. Alors, on va passer à Ronnie. Ronnie Broman, merci d'être toujours avec nous, Ronnie. Je rappelais que tu es médecin et tu es directeur de recherche au CRACH et ancien président de la MSF. Alors, je vais te proposer le même exercice que Julia, de réagir comme ça à chaud sur les prises de parole. Qu'est-ce que cela t'a inspiré, toi qui as vécu, je pense, plusieurs crises à Gaza et aussi au Soudan. Sylvain rappelait qu'il y a eu plusieurs guerres au Soudan. Voilà, j'aimerais te donner la parole pour une réaction à chaud sur ces différentes prises de parole par rapport à notre sujet du jour. Bien, ben, je vais essayer. D'abord, je trouve que c'est une très bonne idée d'organiser un webinaire de ce type et portant sur ces deux situations comme emblématiques de violence de masse. Donc, le choix est très bien fait. En plus, les circonstances lui ont donné une plus grande pertinence encore, puisque ce sont deux pays dont les chefs d'État font l'objet d'un mandat d'arrêt ou d'une demande de mandat par la CPI. Donc, d'une certaine manière, ça les réunit. Et je dis tout de suite, je fais partie de ceux qui trouvent que la place de Netanyahou est tout à fait à côté d'Omar el-Béchir, de Poutine, de Milosevic, est tout à fait bien choisi. Donc moi, je salue aussi comment dire, cette décision du procureur, cette initiative qui est en effet salutaire. Cette toute petite intro faite, je voudrais réagir sur deux ou trois points qui sont importants. D'une part, la question de l'évolution historique de ces violences de masse. Je ne vais pas faire une histoire des violences de masse, d'abord j'en suis incapable, et puis de toute façon on n'a pas le temps. Mais je voudrais dire que si les violences de masse d'aujourd'hui ne débordent pas celles d'hier, c'est-à-dire que les guerres ne sont pas aujourd'hui, à mon sens, plus violentes qu'elles ne l'étaient hier, ce à quoi on assiste et qui donne peut-être l'impression d'être submergé par cette violence, c'est une conjonction de crises majeures. Chacune d'entre elles n'a rien de particulièrement plus sanglant, plus atroce que les guerres d'hier, mais c'est leur coprésence sur la scène internationale qui, je pense, est source d'anxiété, de perplexité, de révolte, enfin bref, de déstabilisation. Ça, c'est le premier point. La Syrie, l'Éthiopie, la République démocratique du Congo, la Birmanie, d'une certaine manière, qui n'est dans un état de ni guerre ni paix, mais en fait qui est dans une situation de harcèlement de la minorité rohingyas et des minorités chrétiennes, et bien entendu l'Ukraine. Et on pourrait en ajouter quelques autres, puisque le recensement des conflits aujourd'hui porte à une soixantaine, je crois, de conflits actifs, enfin selon les définitions. Donc ça en fait beaucoup. Avec des acteurs régionaux, des logiques locales qui s'émancipent d'une certaine manière de ceux dont on avait l'habitude, à savoir un monde bipolarisé avec des instruments de régulation par la violence ou par l'influence, mais qui étaient très importants et qui aujourd'hui se sont largement estompés, sinon ont complètement disparu. Ça, c'est le premier point historique. Je vais faire donc, nous avons affaire au cas par cas, à des situations qui sont grosso modo
déjà connus et qui, d'une certaine manière, sont renouvelés, enfin en tout cas se présentent sous un profil différent, parce que les attentes qui sont émises à l'encontre des acteurs de la guerre sont beaucoup plus grandes. L'importance prise par les ONG, par le discours des ONG, par les invocations du droit humanitaire est frappante. Si l'on examine, disons, l'époque moderne de l'humanitaire, disons depuis la guerre du Biafra, depuis les années 70-80 ou depuis les guerres du Biafra et du Vietnam, ni au Biafra ni au Vietnam, les deux grandes guerres de la fin des années 60, ou de la fin de la charnière des années 60-70, qui ont été des guerres extrêmement cruelles, extrêmement meurtrières. On compte les morts par millions, et les victimes plus encore. Aucune ne faisait l'objet de rappel au droit humanitaire, au laisser-passer du convoi humanitaire, même s'il pouvait y avoir des pressions médiatiques. Pour cela, il n'y avait pas, disons, le monde politique, les intervenants internationaux n'étaient pas, ne fondaient pas leur discours sur le droit humanitaire, alors qu'on le voit, par exemple, pour Gaza, l'humanitaire a servi en quelque sorte et continue à servir en quelque sorte de posture des États occidentaux qui soutiennent Israël, se donnent une sorte de contenance en invoquant l'impératif du respect du droit humanitaire, en appelant donc à un principe de retenue, hein, qui est l'un des deux, enfin je parle sous le contrôle de Julia. Et je suis largement d'accord avec ce qu'elle a dit. Je me suis senti un peu visé, à juste titre, de sa part, je veux dire, par les gens qui critiquent le droit humanitaire, parce que j'en fais partie, et je leur C'est pour dirais, ça que j'ai posé la question, Ronnie, tu t'imagines oui, bien. bien sûr, bien sûr, mais évidemment, j'en dirai un mot, mais là, en l'occurrence, à Gaza, j'étais, comment dire, heurté, choqué par ces appels répétés au respect du droit humanitaire, non pas parce que je pense qu'ils étaient inutiles, mais parce que je pense qu'ils contrastaient avec le silence sur les mêmes enjeux qui marquaient les réactions ou les non-réactions des mêmes États occidentaux dans les nombreuses guerres qui ont émaillé l'histoire de Gaza au cours de ces 15-20 dernières années. La colonisation, par exemple, est un crime de guerre. Euh, Jamais elle n'a été qualifiée de telle par, disons, ceux qui aujourd'hui appellent au respect du droit humanitaire, alors même que l'on savait qu'elle installait une situation belligère, une situation annonçant des violences sans fin, et que de toute façon, en plus, elle était une infraction grave, la colonisation, je veux dire, et l'occupation durable, une infraction grave au droit humanitaire. Donc, ces appels, finalement, ils nous appelaient, ils invitaient à s'interroger sur le nombre de victimes qui étaient considérées comme licites par les intervenants occidentaux et le seuil à partir duquel ce nombre devenait illicite, devenait choquant. On invoquait le droit de se défendre, les horreurs de la guerre, on déplorait et on continue de déplorer les morts d'innocents, les morts d'enfants, mais on ne dit pas à partir de quel moment ces morts d'innocents, ces morts d'enfants deviennent un crime de guerre ou un crime contre l'humanité. Euh, et je veux dire par là, j'aborde obliquement l'une de mes critiques au droit humanitaire, c'est que celui-ci a pour caractéristique d'être un permis de tuer dans certaines conditions, certes, et c'est sans doute mieux qu'un permis de tuer dans n'importe quelle condition, mais tout de même, c'est un permis de tuer avec, de son côté, d'une certaine manière, une certaine licéité, parce que le droit humanitaire s'inscrit à l'intérieur de la guerre, hein, on le sait bien, c'est le jus in bello, c'est-à-dire qu'il accepte la logique de la guerre, il accepte la logique de la mise à mort de tas de gens qui n'ont pas directement partie liée avec la guerre, mais en se fixant pour objectif d'en limiter le nombre. C'est pour ça que je parlais de cet effet de seuil. Quel est le nombre de victimes acceptable et quel est le seuil qui rend ce nombre tout à fait inacceptable? C'est une question purement rhétorique, j'en suis conscient, je n'attends pas de réponse. Je veux simplement pointer par là le caractère
cruel et inviter à penser que le droit humanitaire est tout de même d'abord un pis-aller, d'une certaine manière. Quand le pire est là, c'est-à-dire la guerre, eh bien, le pis-aller est invoqué, c'est-à-dire le droit humanitaire, appelons à distinguer civils, enfin combattants et non combattants, et à faire preuve de retenue pour éviter les cruautés excessives. Hein, c'est la notion de cruauté excessive, finalement, qui est au cœur de ça. Et qui définit l'excès? Ben, ce sont généralement, évidemment, les belligérants. Et je reconnais qu'avec la CPI, l'initiative récente du procureur, la donne est renouvelée de ce point de vue-là, parce que la CPI était en perte de vitesse, en perte de crédibilité rapide depuis des années, étant donné que pour l'essentiel, elle avait condamné des leaders africains, plus quelques leaders non africains, mais considérés, enfin à juste titre d'ailleurs, comme, disons avec des guillemets ou sans guillemets, anti-occidentaux. Là, pour la première fois, un allié stratégique de la mouvance occidentale se retrouve être l'objet d'un mandat d'arrêt pour génocide d'un côté, enfin non, pardon, je confonds CIJ et CPI, pour crime contre l'humanité d'un côté, et l'État israélien pour crime de génocide. Ça renouvelle considérablement la donne, et je pense que ça va rehausser le statut de la CPI, qui, à mon avis, je le pensais dès le début, jouait son existence sur ce conflit de Gaza. Et là, je vais faire une petite parenthèse sur le caractère particulier de ce conflit, parce que comme je le disais, la guerre au début, la guerre de Gaza, la guerre contre les Palestiniens, n'est pas la seule guerre qui existe en ce moment. J'en ai dénombré une demi-douzaine et évoqué le reste. Mais la guerre de Gaza a ceci de particulier qu'elle consiste en un martèlement de bombes qui s'abat sur une population captive, donc dépourvue de toute possibilité de fuite, et que cette cruauté considérée manifestement comme excessive par tous, y compris par les plus proches alliés d'Israël, même si c'est dit avec beaucoup de rondeur, si c'est dit d'une manière relativement oblique, c'est manifestement cause d'un embarras grave, mais c'est tout de même dans le cadre d'un soutien global où on continue d'accorder à Israël un statut particulier dans l'Union européenne pour ce qui est des pays européens, où on reçoit des crédits pratiquement illimités pour acquérir des munitions qui s'abattent sur la population palestinienne quand on regarde les Américains et les Allemands, pour nommer l'essentiel. Donc ce soutien occidental adressé à Israël, il est particulièrement choquant, d'une part parce qu'il contraste avec l'horreur de la situation, mais aussi parce que le conflit israélo-palestinien a une dimension mondialisée que n'ont pas les autres conflits. Et c'est là le moment de rappeler que, quoi qu'en aient les humanitaires, et là je parle à la fois, enfin j'ai la moitié humanitaire en moi et la moitié citoyenne, citoyen politique qui s'exprime simultanément, je pense que le rôle des humanitaires est en effet, enfin l'un des rôles des humanitaires avec les organisations de droits de l'homme, c'est là que vraiment leurs actions s'entrecroisent, c'est de porter à la connaissance du public les horreurs de différentes guerres qui ne sont pas nécessairement connues, qui n'ont pas forcément accès à la scène médiatique. Donc les humanitaires et les droits de l'homme, pardon, les droits de l'homme, c'est un terme un peu polémique, les militants des droits de l'homme, disons, ont la tâche de rendre visibles ces conflits qui se passent dans une certaine coulisse euh, euh, médiatique, mais on ne peut pas imaginer que l'indicateur démographique, c'est-à-dire les indicateurs quantitatifs ou épidémiologiques de mortalité, de morbidité, etc., soient les seuls, et ni même les premiers. La manière dont un conflit se joue dans les sociétés relève de bien d'autres choses que le nombre de morts et de blessés. Le conflit israélo-palestinien, il se déroule dans un espace territorial qui est à peu près celui de la Bretagne, mais il a des résonances dans le monde entier, parce que c'est, selon le cliché, mais qui ont eu une réalité sociale importante,
c'est la terre des trois monothéismes, la terre des trois religions. Donc Jérusalem est un lieu symbolique et Gaza est à quelques dizaines de kilomètres de Jérusalem. Donc déjà, il y a une irradiation mondiale liée au fait que les trois grandes religions monothéistes ont leur origine là, plus le fait que c'est une guerre de 100 ans, la guerre israélo-palestinienne, ça n'est pas rien. On parlait de la guerre, disons, de 50 ans du Soudan, parce que en gros, le Soudan est une guerre plus ou moins ouverte depuis une cinquantaine d'années, avec un très grand nombre de victimes. Eh bien, c'est surclassé de cette manière par cette guerre de 100 ans. Je rappelle que le conflit a commencé dans les années 20 du XXe siècle, et ni le 7 octobre, ni même en 48 ou en 67, mais bien avant. Donc cette guerre-là, elle est importante et elle a une dimension coloniale fondamentale, si bien que la résonance dans tout le monde qui a été sous le joug des impérialismes, des colonialismes, se reconnaît ou se trouve dans une certaine proximité avec les Palestiniens. Et puis enfin, il y a le parapluie américain qui se manifeste et tous ceux qui, je pense, aux latino-américains qui ont de mauvais souvenirs avec les États-Unis, se reconnaissent aussi parmi les victimes des États-Unis, puisque les Palestiniens sont tout de même aussi les victimes des États-Unis. Tout cela donne une dimension mondialisée qui explique la polarisation médiatique. Et ça n'est pas, comme le disent souvent les amis d'Israël, parce que on veut mettre les Juifs en difficulté, parce que finalement on ressorte une hostilité, une méfiance vis-à-vis des Juifs qui sont absolument inacceptables, mais c'est bien à cause de la caractérisation politique très singulière de ce conflit que ça se passe comme ça. Mais je trouve que c'est d'autant plus méritoire d'y avoir accolé le, le Soudan, la situation au Soudan, sur laquelle beaucoup de choses ont été dites, je les reconnais pleinement. J'ajouterais simplement à ce qu'a dit Sylvain tout à l'heure que la question de caractériser le massacre des Fours et des Massalites de l'an dernier à El Geneina a été examinée sous l'angle d'une dénonciation potentielle de génocide, parce qu'il y avait vraiment un ciblage extrêmement serré de ces populations-là, évidemment une préparation, et tout ça pouvait rentrer dans une intentionnalité. Mais il est vrai qu'on a considéré que c'était pas notre rôle et qu'il y avait d'autres priorités pour nous que celle-ci. Donc, être à Djenina, être dans la région d'Adré, du côté tchadien, pour accueillir les réfugiés. On a reçu un moment près de 1000 blessés à, à Adré, donc qui est la ville tchadienne, juste de l'autre côté de la frontière, un peu au nord de El Geneina. Donc, il y avait beaucoup de travail à accomplir, un service important à rendre, et la dénonciation d'un éventuel génocide passait derrière. Mais le terme a été prononcé et la question a été posée. Je terminerai, peut-être je reviens, je terminerai pour laisser Oui, du temps au débat. Non, j'ai encore 2 minutes. vas-y, oui. Il nous restera 10 minutes après. Juste J'espère répondre à quelques questions. ce que disait Julia concernant le droit humanitaire. J'ai déjà tenu quelques propos là-dessus. J'y reviens sur la question de l'usage du VIH par les humanitaires. Si je suis à la fois critique et très partisan de le garder, parce que la critique, je l'ai énoncée, je n'y reviens pas, je suis partisan de le garder, surtout pas de le balancer par-dessus bord, d'abord parce que l'on sait, j'ai eu l'occasion d'en discuter avec des gens du CICR à plusieurs reprises, c'est tout à fait clair, si aujourd'hui une nouvelle convention, une 5e convention était négociée et rédigée, elle serait en retrait par rapport à ce que la 4e nous permet. Donc c'est tout de même quelque chose d'important. Et je pense que l'une des principales vertus pour ce qui concerne la situation dans laquelle je me trouve moi, c'est-à-dire celle d'un acteur humanitaire, d'un acteur de conflit, c'est que les requêtes, les demandes, les déclarations que nous pouvons faire dans ces situations de guerre, demander le passage d'un convoi de médicaments, l'évacuation des blessés, l'immunité pour nos personnels, nos lieux, etc. Tout cela ne procède pas d'un caprice ou de la demande d'un privilège, mais d'un cadre juridique qui est universalisé. Il n'est peut-être pas universel,
mais il est en tout cas universalisé et il a vocation à être universalisable. Donc ce ne sont pas nos morales ou nos préférences morales personnelles, mais cet ensemble de règles qui, d'une certaine manière, dépersonnalise la relation. Et ne serait-ce que pour cette raison-là, en tant qu'acteur humanitaire, je pense qu'il y a d'autres raisons aussi, bien entendu, mais en tout cas, ne serait-ce que pour cette raison-là, je pense que il est important de le défendre. Et si j'ai été critique, c'est parce que je pense que par moment, il est non pas défendu, mais il est fétichisé, il est totémisé. Et ça, c'est trompeur. On a besoin d'avoir une relation lucide, froide au terrain et aux logiques d'acteurs de terrain, et éviter de penser que porter un t-shirt NSF ou brandir une croix rouge ou un emblème humanitaire représente une protection a priori, car ça, c'est faux depuis longtemps, ça n'est pas nouveau, mais ça l'est tout autant que auparavant. Donc c'est plutôt une fonction de rationalisation de l'usage du droit humanitaire par rapport à une certaine fétichisation que personnellement j'entends conduire. Merci beaucoup. Merci Voilà, beaucoup. Oui. voilà mes réflexions. Merci beaucoup aussi pour tout ça. Peut-être quelques questions. Il nous reste moins de 10 minutes. Il y a beaucoup de questions qui arrivent. Peut-être une première question, Sylvain. Merci pour ton exposé. J'aimerais savoir les conditions de travail de tes collègues dans les zones contrôlées par la RSF et les risques auxquels ils font face au quotidien. Peut-être que tu peux nous donner quelques éléments sur ça. Merci pour la question. Alors, les conditions de travail pour les collègues au Soudan sont extrêmement, enfin oui, sont difficiles parce que exposés à l'arbitraire des RSF et des miliciens qui les accompagnent, ce qui fait que, bah, enfin, on a cessé de compter en fait les intrusions dans les hôpitaux dans lesquels on travaille. On a cessé de compter le nombre de fois où on a eu des attaques sur nos entrepôts, sur les bureaux, etc., etc. Donc non, c'est difficile. Après, ce qu'on voit, c'est que, enfin, on est en permanence en train de négocier l'accès. Et donc, on travaille, enfin, pardon, on engage au plus haut niveau des forces de soutien rapide, au niveau de leur commandement, mais également au niveau local, avec les petits chefs de guerre qui sont sur place et qui nous entourent. Ronnie le disait, c'est pas le t-shirt MSF qui assure la protection. Par contre, d'avoir des activités qui répondent aux besoins des populations permet une relative sécurité. Et ce qu'on voit aussi bah, du côté des RSF, et notamment au niveau du plus haut commandement, c'est qu'il y a une volonté de se montrer comme un acteur politique, de montrer une certaine respectabilité et de montrer qu'ils sont capables de gouverner. Bon, malheureusement, on constate que leur capacité à gouverner reste très très limitée, mais à chaque fois qu'on a rapporté des incidents de sécurité dont on a été les victimes, les commandements, le commandement RSF a pris acte et a pris des actions, parfois nous demandant, enfin, nous proposant des choses qu'on n'avait pas forcément envie de faire, comme la protection via des escortes armées, de mettre des véhicules armés à l'entrée des hôpitaux, etc. Chose qu'on ne souhaite pas faire. Voilà, mais donc oui, c'est compliqué au quotidien parce que on se retrouve à dealer avec des adolescents, souvent des adolescents sous l'emprise de substances et qui ont, pour la plupart, pas eu de sensibilisation au droit international humanitaire. Donc voilà, c'est un travail au quotidien qu'on essaye de faire. Et voilà, c'est pas tous les jours facile, mais bon an, mal an, on arrive à continuer à travailler dans ces Ok, zones. merci. Peut-être une autre question, Julia ou Donatella, de manière paradoxale. Enfin, vous avez évoqué le fait que la CPI va se relancer un petit peu au travers des dernières annonces, et en même temps, une question autour de manière paradoxale, ne risque-t-elle pas de voir son influence diminuer, voire devenir caduque, dans la mesure où il y a des normes critiques des grandes puissances
qui sont mises en avant face à cette décision et peut-être même pour certains le fait de vouloir quitter le traité de Rome. Est-ce que du coup, paradoxalement, la manière dont certaines puissances réagissent occidentales ne va pas affaiblir la CPI? Quel est votre ressenti sur ça? Peut-être Julia d'abord? D'accord, merci. Et puisque tu me donnes la parole, je veux quand même dire à Ronnie Broman que si je porte un message qui est le mien et que ça peut être perçu comme une critique, c'est une critique extrêmement respectueuse parce que Ronnie Broman est quelqu'un pour qui j'ai un profond respect, qui fait partie des personnes qui sont au fondement de mon engagement aujourd'hui. Je me souviens très bien en 2003 de vous avoir lu et je sais à quel moment et pourquoi. Et donc c'est un vrai privilège de pouvoir engager la discussion avec vous sur ces sujets-là. Alors maintenant, la question sur la Cour pénale internationale. Je pense que les grandes puissances, elles vont être un peu prises en étau là, parce que lorsqu'il y a une incrimination de Vladimir Poutine, les fonds affluent pour la Cour pénale internationale. Elle est portée au nu en disant que enfin, elle a une action, on saisit tous les leviers du droit, etc. Mais quand il s'agit de Benjamin Netanyahou, de Yoav Gallant, on dit que c'est inique, que on parle de dégoût et qu'on renvoie dos à dos des terroristes avec des dirigeants de puissance démocratique. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner, je peux pas préjuger de l'avenir. Je pense que cette Cour pénale internationale, quand elle a vu le jour, c'était un outil. En tout cas, moi, je me souviens très bien que quand le statut a été adopté en 98, je me disais super, mais ça sera jamais ratifié, on verra jamais cette cour. Quand finalement, en 2002, 4 ans plus tard, ce qui est très court à l'échelle internationale, elle est finalement entrée en vigueur, je me suis dit, mais fantastique, mais elle jugera jamais personne. Et puis aujourd'hui, bah, quand même, elle a produit des jugements. Et puis aujourd'hui, on a quand même, voilà, des personnalités dont on n'aurait jamais pensé qu'elles feraient l'objet d'une incrimination. Et un exemple que je donne moi toujours et qui fait aussi que je garde espoir dans cette justice pénale internationale, c'est que quand moi j'étais adolescente et que je regardais à la télévision à l'époque, c'était pas dans les médias sociaux, mais la guerre en ex-Yougoslavie, et que je voyais Mladic et Karadzic à la télévision, il y avait mon père qui m'expliquait et qui me disait, tu vois, ces deux-là, c'est Hitler et Göring. Et on n'aurait jamais imaginé à l'époque que ces personnes fassent face à un juge. Or, Mladic, Karadzic et Milosevic, qui a été évoqué tout à l'heure, ont tous les trois fait face à un juge. Les deux premiers ont été condamnés et le dernier est mort en prison. Donc, je nourris pas non plus, je ne suis pas une idéaliste, mais je continue de penser que tout est possible. Merci Julia. Donatella, tu veux réagir? Ton micro est coupé, Donatella. Voilà. Oui, je crois que effectivement c'est un test très 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 important. On a déjà commencé à voir les réactions. Du côté des États-Unis, c'est là où, le gouvernement s'est prononcé de manière plus vocale que tout autre pays, avec des menaces de sanctions à l'encontre du procureur, avec deux arguments. D'une part, l'argument qui est purement politique de dire comment oser mettre dos à dos des terroristes avec un chef d'État, un ministre de la Défense d'un État démocratique, etc. C'est un argument politique qui ne fait pas tellement le poids d'un point de vue juridique, mais malheureusement, en tout cas, en Europe, aux États-Unis, dans le monde, pour ainsi dire, occidental, c'est un argument qui a beaucoup de poids. Mais ils ont soulevé la question de la complémentarité, alors que ceux qui ont soulevé cette question savent parfaitement que si en théorie, Israël a tous les outils judiciaires pour mener à bien des enquêtes et pour traduire en justice tous ceux qui sont responsables pour toutes sortes de crimes, ils ne le font pas. Il n'y a pas d'enquête, personne n'a à rendre des comptes et cela, c'est des pratiques extrêmement bien établies sur des cas que nous avons tous enquêtés depuis non seulement des années mais des décennies. Donc que l'on ose aujourd'hui soulever la question de la complémentarité pour décrédibiliser le travail du procureur, c'est lamentable, mais bon, ça donne une idée dans quelle direction va ce train. Et ça reste à voir encore si les juges de la Cour vont effectivement émettre les mandats qui ont été demandés par le procureur, parce que ça, c'est le premier point.
Très bien, merci beaucoup. Peut-être, Ronnie, le mot pour la fin. Il nous reste 2 minutes 50. Je voulais te poser la question de l'utilisation un peu à outrance du terme de génocide, mais je veux bien te laisser le mot de la fin si tu veux aborder de manière synthétique une question que tu n'as pas abordée. Oui, oui, quelques mots sur le génocide, d'autant plus que ça fait l'objet de débats à Médecins sans En 3 minutes, frontières hein, on est d'accord, qui ont hein. été, qui ont été très vite. Oui, disons, MSF a choisi par la voix de sa présidente, et en termes de débats qui n'ont pas été faciles, ou dans le cours de débats qui n'ont pas été faciles, de s'approprier cette notion de génocide, c'est-à-dire de dire ce qui était plausible au vu de l'évolution, ce qui était plausible en janvier, au vu de l'évolution pendant les 3 mois suivants, confirme que c'est plus un génocide que autre chose. Donc, c'est-à-dire que toutes les provisions émises par la Cour internationale de justice avaient été laissées de côté. Donc, MSF ne se donnait pas comment dire, le rôle de juge en qualifiant le crime, mais reprenait à son compte cette qualification, non pas pour stigmatiser un peu plus Israël, il n'y a pas besoin de cela, mais pour soutenir des appels au cessez-le-feu et à la cessation de livraison d'armes. D'ailleurs, je crois qu'on avait rejoint un appel d'Amnesty à cette occasion. Bref, c'était une sorte de levier pratique qui nous permettait, face à une situation qui a quelque chose de vraiment exceptionnel, pour les raisons que j'ai dites tout à l'heure, de nous poser d'une manière qui est tout à fait inhabituelle pour MSF. Dire à l'Europe et aux États-Unis qu'elles sont en train de se rendre coupables de complicité de génocide, et mettre le poids d'une organisation humanitaire qui a une certaine réputation, une certaine présence publique, à côté d'autres organisations humanitaires qui ajoutent à cette présence, eh bien, ça, c'est susceptible de peser sur les décisions américaines et européennes, donc de jouer comme un frein à cette débauche de violence, bref, à obtenir une certaine retenue. C'est donc d'un point de vue presque plus strictement pragmatique que directement moral, c'est un génocide, donc il faut le dénoncer, c'est le crime des crimes, et c'est pour ça qu'il faut y aller. Ça n'était pas ça, l'élément moteur, c'était plutôt cet aspect relativement pratique qui permet un lobbying, des pressions symboliques très fortes sur des gens qui sont essentiels à la conduite du conflit, c'est-à-dire les alliés stratégiques d'Israël. Oui, d'ailleurs, on a vu MSF rejoindre pas mal de collectifs d'assaut, soit françaises ou anglo-saxonnes, y compris Médecins du Qui n'est Monde. pas dans l'habitude de MSF, absolument. Voilà, absolument, pour s'appuyer sur des éléments tangibles autour notamment des armes et la remise en question de partenariats exclusifs. Merci beaucoup, merci Pardon, à... quand je parle de MSF, pour les gens qui sont... Je parne de MSF France, parce qu'il y a un Oui, débat aussi évidemment. en sein des différentes sections nationales de MSF. Je dis aussi pour Sylvain, parce que je ne voudrais pas embarquer MSF Suisse dans un discours qui n'est pas nécessairement... Merci beaucoup à vous, merci Donatella, merci Julia, merci Sylvain, merci Ronnie. Les rendez-vous Merci à toi. humanitaires, c'est fini pour ce soir. C'était passionnant, on aurait volontiers pris une demi-heure ou 1 heure de plus. On aura l'occasion de rediscuter de tout ça, je pense, prochainement. Pour rappel, cette visio est enregistrée, vous pouvez la revoir et la diffuser à partir voilà, d'ici 10-15 jours pour les personnes qui ne sont pas abonnées à l'IRIS. Donc n'hésitez pas, et encore merci pour votre présence. Vous avez été très nombreux ce soir, plein de bonnes questions aussi pertinentes auxquelles nous avons tenté de répondre. Merci beaucoup, au revoir et à bientôt. Au Merci à revoir. toi, Au revoir. merci beaucoup. Merci. Au revoir tout le monde. Merci, au Au revoir. revoir.